Salut à tous les amis, on se retrouve dans la suite de cette vidéo sur la relecture de Violence, la redécouverte et la critique, l'autocritique finalement de ce que j'ai écrit il y a plus de 5 ans maintenant, entre 5 et 7 ans je pense du coup, dans la fenêtre de tir. Donc il s'est passé des choses et on le redécouvre ensemble et je commente en même temps en relisant avec vous ce que j'ai écrit à l'époque, si je suis toujours d'accord ou pas finalement avec ce que j'avais avancé. Preuve à l'appui, même si pour l'instant on l'a vu sur l'introduction et la première partie de ce livre, de cet essai plus précisément, j'avais pas trop cité, je crois que j'avais fait référence aux écrits de Petit Colin, sur l'hypersensibilité, que je vous invite d'ailleurs à avoir. C'est des bouquins que j'ai en bibliothèque derrière, qui sont toujours assez intéressants pour bien comprendre, on va dire, le phénomène de l'hypersensibilité. Voilà, on va attaquer directement donc sur cette partie dissonance cognitive, avant vraiment de passer à la lecture. Donc là, je vais essayer d'aller un peu plus vite peut-être que la dernière fois où je m'attarde vraiment sur chaque mot. Et en revoyant d'ailleurs les vidéos, c'est assez amusant parce que je me rends compte, bon, vous vous en apercevez forcément en lisant, en regardant pour la première fois ces vidéos, mais je vous dis que je vais pas relire et en fait je relis. Ou je vous dis que je vais aller plus vite et en fait je vais pas plus vite. Donc là je vais vraiment essayer de m'y tenir. Je vais sauter les citations quand j'emprunte ça à des livres. Je vous laisse y référer et prendre le temps de les lire en ayant laissé entre les mains éventuellement si ça vous intéresse. Mais l'idée c'est vraiment de se focaliser sur moi, mon analyse et mon interprétation de tout ce que je cite et de ce que je rapporte. Parce que sinon bien sûr ce serait trop long. Et puis l'idée c'est pas de lire précisément mot à mot tout l'ouvrage. On est sur la dissonance cognitive. C'est une partie assez courte que j'avais mis en anticipation d'une autre, on va le voir, on va l'entamer ensuite, qui s'appelle anthropocentrisme. On est vraiment, voilà, le focus sur l'humain, en quoi ça générait chez moi un feu, en tout cas une perception de violence, comme le titre du bouquin le disait. Dissonance cognitive. Cette sensation interne propre au système de pensée, croyances, émotions et attitudes d'une personne lorsque plusieurs d'entre elles entrent en contradiction. Pour illustrer simplement, voici 2 exemples appliqués à des situations de la vie de tous les jours. Je trouve scandaleux la souffrance qu'on inflige aux animaux sans que cela ne m'empêche d'apprécier un steak frites ou une côtelette d'agneau à l'occasion. Alors c'était très radical comme pensée, c'était un moment où j'étais quand même assez choqué de ce que j'observais, de ce que je découvrais sur la souffrance animale liée notamment aux pratiques de l'industrie agroalimentaire, pratiques qui n'ont pas énormément évolué, qui se sont beaucoup teintées depuis de labels, voilà, de normes, de trucs où ça va en fait, ils souffrent pas trop. Au final, on tue des animaux pour se nourrir. Jusque-là, aujourd'hui, peut-être le progrès que je ferais avec l'époque où j'étais quand même très radical sur cette découverte choquante pour moi, c'est de se dire que ça me pose pas un souci sur le fond. Je fais pas partie de ces radicaux véganes, entre guillemets, puisque je l'ai été. Hein. J'ai participé à redécouvrir un peu une alimentation beaucoup plus végétale. Et je suis allé assez loin dans cet extrême-là. Je me suis rééquilibré depuis. Par contre, il y a tout un tas de choses. C'est marrant parce que de cette époque-là, de prise de conscience, j'ai pas tout jeté non plus. Il y a des choses, effectivement, où je ne suis pas dans le déni de comment l'industrie agroalimentaire fonctionne, quels sont les excès, les dérives qu'on peut observer parfois. Mais effectivement, aujourd'hui, je dirais plus ça parce que je mettais là en exemple de la dissonance cognitive. En plus, c'est le premier exemple, donc c'est vraiment le truc marquant pour moi qui est censé illustrer la mécanique. C'est vraiment, en fait, j'aime bien le goût du steak frites, mais ça me pose aucun souci qu'on tue l'animal. Sur le fond, il y a une idée intéressante que je reprendrai plus avec un exemple que j'aime bien citer aussi de temps en temps, c'est le côté, je serais un peu plus en accord aujourd'hui, un petit peu moins dans cette radicalité, c'est le côté la domestication des animaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction des cultures, en fonction de là où vous êtes, donc nous on est en France, typiquement, on mange pas de chat, on mange pas de chien, d'accord? C'est quelque chose qui nous est insupportable. On se dit, enfin pour la plupart des gens bien sûr, on se dit un chat, un chien, mais non, c'est ignoble de manger un animal comme ça. Ok, par contre le porc, le poisson, et j'en passe, aucun souci. Ça c'est un truc qu'on peut multiplier entre guillemets dans l'industrie. On peut développer des grosses structures pour ratisser large, pour nous nourrir de façon massive. On s'émeut pas de la même façon. Vous voyez, c'est plus ça pour moi qui est la dissonance cognitive aujourd'hui que je mettrais, parce que c'est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus juste, je trouve, pour illustrer. C'est on est indigné à géométrie variable en fonction de conditionnement de notre culture, finalement. Nous, dans notre pays, c'est ok. Dans certains autres pays, manger du chat ou du chien, potentiellement, c'est moins choquant. Par contre, la vache est beaucoup plus sacrée que chez nous. Donc en fait, on est biaisé par notre logiciel culturel, et de là, on en fait une règle absolue en mode ça c'est bien, ça c'est mal. On est dans cette dualité-là. Et donc la dissonance cognitive en la matière, là j'étends un peu l'exemple que je donnais, c'est qu'effectivement pour certains animaux, c'est intouchable.
jamais on ne peut les tuer, on leur ferait pas de mal et jamais on peut imaginer même les manger, s'en nourrir. Pour d'autres, par contre, aucun souci, c'est même pas un sujet. Voilà, ça pour moi c'est une dissonance cognitive, c'est-à-dire que quand on est comme ça, on est complètement mu par les biais culturels qui nous animent en fait, qui nous formatent, et à aucun moment on se dit ok, l'animal a été tué avant que je l'ai dans mon assiette. Je suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal, c'est la différence peut-être de l'époque où c'était un peu trop teinté encore de morale finalement ce livre. Vous l'avez senti et je pense que ça va se ressentir dès que j'ai touché à la souffrance animale. Je suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal, on peut tous avoir un avis sur la question. Par contre, je suis en train d'interroger là par la dissonance cognitive le côté est-ce que chacun se pose la question, moi le premier, hein, de quand je mange quelque chose, est-ce que j'ai conscience à l'instant où je le mange de toute la chaîne qui a précédé le fait que ça atterrisse dans mon assiette? Et est-ce que je suis ok avec ça? Ou pas? Peu importe. Mais en tout cas, est-ce que j'en ai conscience? Je suis même pas en train de dire est-ce que je suis ok ou pas, est-ce que c'est bien, c'est mal et tout. Non, c'est même pas là que ça joue, à la limite, je vais même trop loin. Est-ce que déjà j'ai conscience que le truc a été tué comme ça, a été pêché ainsi, a été exploité de telle et telle façon, qu'il y a eu plus ou moins de souffrance autour, ok, des émotions, des trucs. Est-ce que je le sais? Est-ce que quand je mange, je suis aligné avec cette idée-là, puisque c'est quelque chose dont je me nourris, qui me permet de survivre, en fait. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous posez la question à des gens, la plupart du temps, qui ne sont pas, bien sûr, militants, qui ne se sont pas intéressés à ce sujet-là, même sans être militants, la plupart questionnent même pas, et ça leur vient même pas à l'esprit. En fait, ils savent qu'il y a des trucs bien, des trucs nécessaires, et ils s'arrêtent à ça. Ils ne déroulent pas le fil de la chaîne causale qui a précédé en fait le fait qu'à un moment donné, ce qu'ils observent, ce qu'ils font, est le résultat de quelque chose en amont. Voilà, donc ça amène des dissonances cognitives, je trouve, et c'est intéressant. Autre exemple, je suis atterré par la médiocrité des informations diffusées par les médias grand public, télévision, radio. Pourtant, je me gausse devant des émissions de type Touche pas à mon poste ou Koh-Lanta, parce que j'ai vraiment besoin de décompresser après cette journée compliquée au bureau. Ouais, alors ça, c'était, ouais, c'est marrant parce que ça, ouais, c'est marrant ça, ce phénomène-là. C'est le côté, non mais la télé, c'est que des conneries, machin. Par contre, le soir, je me pose dans mon canapé et puis je regarde, j'ai cité des exemples, mais bon, il y en aurait des milliers. Je regarde des trucs où le niveau, enfin, le niveau intellectuel, c'est pas le niveau intellectuel, parce que déjà, là, c'est un jugement. C'est plus le côté, qu'est-ce que vraiment je vais apprendre de ça? En fait, je me lessive le cerveau. C'est du, voilà, j'aurais pu mettre la télé-réalité, je crois que j'en parle d'ailleurs un peu plus loin. Donc c'est plus ce côté, je critique un truc d'un côté, je pense que c'est néfaste pour ma santé, pour mon équilibre, pour mon apprentissage global, mais je fais ce que je dénonce, quoi, d'une certaine façon, donc je suis dans une sorte de dissonance. Et en fait, c'est relatif. Ouais, c'est ce fameux terme qui est extraordinaire quand vous questionnez ça chez vous ou chez les autres, hein, c'est « ouais, mais c'est pas pareil ». Ouais, mais attends, le soir, tu te vautres devant ton match de foot, alors que tu sais, par ailleurs, tu me dis, non mais la télé, il y a que des trucs nuls, on n'apprend rien, ça me lobotomise et tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu bouffes tes bières pizza là, devant ton match de Ligue des Champions. Ou devant ton émission de télé-réalité parce que tu veux savoir qui est sorti cette semaine, etc. Ou qui chante mieux que l'autre. En fait, tu fais pas la connexion en fait, entre ce que tu me dis d'un côté et ce que tu fais de l'autre. Voilà, donc c'est assez intéressant, je trouve. Et j'avais ça en tête parce qu'à cette époque-là, pour moi, c'était une violence d'observer ça et de pas voir les gens faire cette connexion en fait. Dans un sens ou dans l'autre. La personne qui me dit ouais mais moi j'assume, je regarde la télé qui me lave le cerveau, mais c'est ok parce que j'ai besoin de ça, parce que chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas en train de juger, de dire s'il y a des trucs bien ou mal. C'est pas du tout mon propos. Mais avoir cette cohérence de se dire j'ai conscience d'eux et donc je fais en alignement avec la conscience que j'ai du phénomène. Bah ça, voilà. Des exemples de dissonance. En observant le comportement des gens dans notre société, je pense ne pas trop me tromper en vous proposant une répartition des individus en 3 grandes catégories. Alors là, moi qui vous disais en intro, aujourd'hui j'étiquetterai plus parce que c'est très caricatural et tout. Là, je me faisais plaisir. Donc on va voir comment j'étiquetais les choses. Donc 3 catégories de gens, d'accord, ok. Entendu que la réalité est parfois plus complexe. Ah, quand même, je le précisais entre parenthèses. Entre parenthèses, je disais... Bon, en faisant ça, je le fais, mais j'ai quand même conscience que c'est peut-être un peu réducteur. Bon, ok, j'étais pas totalement perdu, j'étais sur un chemin quand même. Et que vous pouvez vous situer entre plusieurs de ces cas de figure sur votre niveau de recul, prise de conscience et capacité à transcender votre immobilisme. Donc du coup, j'étais un peu moi-même, alors c'est marrant parce que je parle de dissonance, mais je suis moi-même un peu dans cette contradiction, c'est-à-dire que à demi-mot, j'étiquette, je dis voilà les catégories, et en même temps, je dis, en faisant ça, j'ai conscience que en fait, on peut pas catégoriser, quoi. Donc là, c'est intéressant parce que je pouvais pas à l'avoir ce recul, j'étais en train d'écrire le truc. Mais là, aujourd'hui, je dirais au Alex de l'époque, là, ce que tu es en train d'écrire ce chapitre-là, c'est une dissonance à lui tout seul. Alors que tu parles du sujet, ton sujet, c'est la dissonance cognitive, c'est juste magnifique.
Donc c'était assez extraordinaire, mais bon. Après, c'est pareil, quand tu parles et que tu écris quelque chose, tu es obligé quand même de mettre des mots, de poser des concepts. Donc forcément, à un moment donné, tu vas flirter avec... Là, on est quand même sur le nerf de la guerre. La dissonance cognitive, on en a tous. On est dans des biais où on dit un truc, on fait l'inverse. Voilà, c'est... Donc, mes catégories. Ceux qui ignorent qu'ils sont en proie à des dissonances cognitives et ne sont pas forcément les plus malheureux. Comme le disait Cypher dans Matrix, les ignorants sont bénis. Oh, la citation Matrix. Matrix, film documentaire aujourd'hui. Hein. C'est plus un film de science-fiction, je pense que c'était un documentaire sur notre époque. Donc là, en gros, je disais, il y a ceux qui ignorent, qui sont en proie à des dissonances. Aujourd'hui, je pourrais dire tout le monde. Parce que même si moi, je me dis là, ok, non, Alex, c'est bon, t'es soigné, t'as pas de dissonance, le simple fait de dire ça, ça crée de fait une dissonance parce que c'est presque dire, non, mais les biais, j'ai résolu l'équation, quoi. Alors qu'en fait, statistiquement parlant, c'est impossible, en fait. Bon, c'est mon point de vue, bien sûr. Ceux qui ont conscience de leur dissonance cognitive et font le choix de les ignorer car changer leur demanderait trop d'efforts. Bah, c'est ce que je vous disais dans l'exemple tout à l'heure, c'est ok, la télé, c'est que des trucs pourris, par contre je regarde mon match de foot, je sais que c'est incohérent par rapport à ce que je dis par ailleurs, mais fichez-moi la paix, j'ai envie de me détendre. Voilà. Effectivement. Et ceux qui affrontent leur dissonance cognitive et décident de travailler dessus, un effort qui s'apparente souvent à un véritable parcours du combattant. Ah ouais, alors là il y a la notion d'affronter quelque chose et tout, c'est pas totalement juste de dire ça, mais oui, là c'est le fait de se dire, ok, là je suis dans l'incohérence, le gars qui regarde son match, ou qui regarde son émission et qui dit ouais, c'est vrai que quand même ça vole pas très haut, bon, faudrait peut-être que je lise un bouquin à la place ou que je fasse autre chose, ou voilà, et qui de lui-même va poser, on en revient à ça, poser des actes pour aligner entre ce qu'il pense, ce qu'il fait, tout simplement. Alignement. Si je vous parle de dissonance cognitive, c'est parce que j'en ai moi-même combattu une concernant mes choix de consommation alimentaire. Alors là, on y va, parce que là effectivement, je parlais de... Bah oui, d'ailleurs, c'est l'introduction à l'anthropocentrisme, c'est violence, c'est vraiment ça, la ligne directrice, c'est l'industrie agroalimentaire, la consommation alimentaire, le fait de manger de la viande, la pollution, etc. Et là, c'était le fruit un petit peu de travaux et de recherche. Jusqu'à mes 32 ans environ, donc c'est... Oui, ça fait... Ah oui, oui, donc ça fait plus de 7 ans. Ça fait plus de 7 ans, les amis, que j'ai écrit ces lignes. Donc en fait, vous voyez, ça fait 5 ans que j'ai publié, mais cet essai, je l'ai construit pendant 2 ans. C'était effectivement entre 2018 et 2020 de mémoire. Je ne voyais pas où était l'incohérence entre le fait d'aimer les animaux, se préoccuper de leur bien-être, à minima veiller à leur infliger le moins de souffrance possible et en manger à l'occasion en se délectant d'un bon burger ou d'aiguillettes de canard à la sauce moutarde, délicieux d'ailleurs. C'était un de mes plats préférés de l'époque, j'en mange plus, mais effectivement, c'était très bon. À l'époque où je pensais ainsi, c'est-à-dire durant mon enfance et une partie de ma vie d'adulte. Je n'avais pas conscience de souffrir de cette dissonance. Bah, c'est ce que je vous disais. C'est bon. Par contre, oh le pauvre canard. Vous voyez un petit peu, c'est ce truc-là. Ça, honnêtement, vous regardez autour de vous, vous discutez, à part vraiment ceux qui sont convaincus ou voilà, qui... Je m'en fous, voilà. Mais en général, la plupart des humains, si vous leur montrez la photo d'un canard en train d'être tué pour finir dans son assiette, je prends l'exemple du canard, ça pourrait être un lapin, n'importe quoi, oh ben ouais, ça va être compliqué. Émotionnellement, il se passe quelque chose, quoi. Et ça, vegan ou pas, viandard ou pas, carnivore ou pas, omnivore ou pas, peu importe. C'est humain, je pense, de réagir comme ça. Je n'avais pas conscience de souffrir de cette dissonance. Blablabla. Il aura fallu que j'accepte de regarder en face l'horreur bien réelle de l'élevage, donc les abattoirs, l'insémination forcée. Donc là, je vous passe des thématiques qui m'ont vraiment à l'époque secoué, mais d'une force impressionnante. Le broyage des poussins mâles, le gavage des oies. Tout ça, les amis, c'est toujours d'actualité. Hein. Alors que c'est pas parce que j'en parle au passé, ça ce sont des faits, ça existe encore, c'est encore fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand vous mangez ce genre d'aliments, je dis pas faites-le, le faites pas, c'est bien, c'est mal, c'est pas mon propos aujourd'hui, vous l'avez compris, là je suis juste dans un commentaire de ce que j'écrivais à l'époque, de la violence que j'identifiais. Juste, moi ce que je me dis aujourd'hui, c'est quand je mange un de ces aliments, je sais qu'il y a ça en fait. Et à l'époque, ce que je vous disais, c'est que jusqu'à mes 32 ans à peu près, je le savais pas. Je le savais pas et ça ne me venait même pas à l'esprit. En fait, c'est même pas une histoire de j'ai pas envie d'entendre parler et tout. C'est en fait, ou ça peut être ça, de façon inconsciente. Mais ça ne me venait même pas à l'idée, en fait. Et c'est sûr que il a fallu que je mette mon nez, mais ça m'est venu aller savoir dans des recherches, en fait, l'envie de comprendre, tout simplement, et d'apprendre. Et j'ai vu le phénomène de mes propres yeux. Je me suis dit, ok, ça marche comme ça. C'est ça qu'il y a derrière telle marque, telle entreprise, telle façon de procéder, tel emballage dans le supermarché, etc. Et là, je me suis dit, waouh, ah ouais, ok. C'est comme si j'avais compris tout un pan en fait de la chaîne alimentaire qui pour moi était voilà, une boîte noire. Et en fait, à partir de là, après j'en ai tiré des conclusions dont une partie est dans cet ouvrage. Et depuis, j'en suis revenu, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai nuancé aussi certains trucs. Mais le point de départ, vous voyez, ça reste prise de conscience.
comment ça fonctionne, comment le mécanisme est à l'œuvre. Voilà, donc là je vous donne des exemples forcément. Pour que ça fasse tilt, j'ai alors vécu un véritable électrochoc, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc là j'en parle, c'est intéressant parce que ça a vraiment... Je pense même que si je dois retenir un moteur de ce bouquin, c'est ça. C'est ce choc que j'ai eu à ce moment-là, je me suis dit... je pense que le bouquin arrive derrière, quelques années après aussi, en mode il faut que j'écrive le truc, il faut que ça sorte, parce que c'était vraiment trop fort. Donc l'instant précis reste flou, mais je me rappelle être plongé dans des récits de témoignages, de documentaires vidéo poignants, mais pas détournés ou instrumentalisés, uniquement des faits que j'acceptais pour la première fois de ma vie de regarder en face. La révélation fut si violente que j'ai arrêté de consommer de la viande sur le champ. C'est vrai que ça m'a fait un vrai choc. Du jour au lendemain, c'était acté. Je me suis mis à alors revisiter mes listes de courses habituelles. Alors ça, je l'ai fait quand même progressivement, parce que du jour au lendemain, quand vous vous dites « Ok, ces trucs-là, je vais arrêter », parce que je peux pas, en fait. Je peux pas acheter des aliments qui proviennent de cette industrie-là, de cette sorte-là. Et il y avait un côté aussi, par l'émotion, dégoût du truc. Ça, je pense que c'est un truc qui s'apaise avec le temps, parce que c'est lié vraiment à un choc émotionnel, ou pas, en fonction des gens. Hein. Mais par contre, le côté purement rationnel, ou quoi, de se dire, si je consomme, si j'achète un produit, j'entretiens par mon acte de consommation cette mécanique que par ailleurs je trouve insupportable. Et donc c'est plus à ce niveau-là, la limite, qu'il y a eu des restes de mon côté. Il y en a encore aujourd'hui. Il y a des choses que je n'achète plus parce que je sais qu'en amont il se passe des trucs. Et j'ai pas forcément envie de cautionner ça. Voilà. Donc, mais ça c'est purement personnel et je suis pas en train de dire bien sûr faites-le, le faites pas, c'est à chacun, je pense, en âme et conscience. Si l'âme et conscience existe, bien sûr, de faire ce qu'il a envie de faire, mais au moins d'avoir conscience de ce qu'il y a en amont. Donc c'était acté, je me mis alors à revisiter mes listes de courses tout en faisant l'effort en parallèle d'apprendre à cuisiner de nouveaux mets à base de légumineuses. Je savais désormais ce qu'il se passait en amont du plat ou de la barquette sous cellophane que j'achetais en supermarché. Je l'avais vu en face, je ne pouvais plus le nier ou enterrer mes contradictions. Encore aujourd'hui, je réalise que cet instant reste l'un des plus importantes prises de conscience de ma vie. Je dirais pas ça aujourd'hui, je pense que j'ai eu d'autres prises de conscience sur des biais beaucoup plus forts que ça et beaucoup plus profonds qui englobaient ça comme étant un des marqueurs de ça ne me venait pas en tête parce que j'avais d'autres biais autour. Et donc à l'époque, comme j'étais focalisé là-dessus, pour moi c'était la prise de conscience importante. Je disais quand même l'une des plus importantes. Aujourd'hui je ne dirais pas ça, ça en a été une. Ça m'a permis de rajuster des choses dans ma vie, mais de là à dire ça a été la prise la plus... Non. Je pense que là, j'étais encore sous le coup quand même de l'émotion. Et en vous disant ça, je suis pas en train du tout de minimiser tout ce que je vous ai cité entre parenthèses tout à l'heure sur l'horreur réelle que j'avais sous les yeux. Et encore, je vous dis ça, j'ai vu des documentaires, j'ai beaucoup lu, mais j'ai pas vu... Je vous le dis, hein, je suis transparent avec vous, j'ai pas été sur le terrain. J'ai pas vu l'abattage directement. Je pense que j'aurais pas supporté, en fait, tout simplement. Je pense que c'est pas possible. J'ai pas vu voilà, tout ce que je vous dis, hein, le gavage, tout ça, je ne le vois pas. Et je l'ai vu à travers un écran, encore une fois. Malgré ça, j'ai ressenti quelque chose. Mais ça reste, on peut le dire, une déformation parce que l'écran condense. Derrière, vous avez forcément une mise en lumière de certaines choses sur certains angles et tout. Même si les faits sont les faits, la façon dont on les montre influence quand même l'émotion que vous allez en avoir. Le mieux étant, je pense, de vivre l'instant. Après, je vous avoue que ces choses-là, c'est très personnel, mais j'ai pas eu envie de les vivre. Voilà, je pense que... Voilà, j'ai pas été au point de me dire je vais me coller le nez dedans pour vraiment voir ce que je ressens. Ce que je ressentais à ce moment-là, c'était tellement fort que je sais pas si j'aurais pu le supporter. Et ça m'a déjà suffi à ajuster plein de trucs. Hein. Donc voilà. Mais je dois être franc avec vous et vous le dire, parce que je suis pas allé, j'ai pas fait mon journaliste de terrain, aller voir comme sur place, dans un abattoir, comment les choses se passaient. Voilà, j'ai pas eu peut-être ce courage d'aller jusqu'au bout à ce niveau-là, mais j'étais peut-être pas dans cette démarche non plus. Donc ce que j'en retiens, c'est qu'elle n'est pas venue de l'extérieur, personne ne me l'a imposée, je suis allé la chercher en ouvrant mon esprit, en écoutant mon envie d'apprendre, de comprendre le monde sans peur ni a priori sur ce que je risquais de découvrir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçu du voyage. Et c'est vrai que le contexte qui m'a amené à découvrir tout ça, bah, c'est moi solo. Et j'ai vraiment réfléchi à ça, je me suis dit, mais pourquoi Alexandre, en 2018, d'un coup, tu t'intéresses à ces questions-là? Le déclencheur qui me vient, qui a été progressif en réalité, ça a été juste, au début, un pur réajustement alimentaire. La nécessité de me dire qu'est-ce que je mets dans mon assiette, j'ai envie de rééquilibrer mes plats, de manger différemment, machin. Et du coup j'ai envie de comprendre ce qu'il y a en nutriments déjà dans les aliments, mais ce qu'il y a en amont, comment l'aliment est
plus ou moins fabriqué, alors bien sûr de façon naturelle, mais ça peut être des fois aussi transformé. Et on va remonter la chaîne pour comprendre les mécanismes et les voir. Et ça va m'aider à ajuster un petit peu tout ça. C'est parti en fait au début d'une conscience plus sur la partie santé, on va dire. Et après, c'est arrivé dans ah oui, ok, mais au-delà de la santé, il y a des conditions, quoi. Voilà. Et effectivement, il n'y a pas eu un déclencheur dans mes connaissances. J'ai pas eu d'amis ou des gens de la famille qui m'ont dit à un moment donné ou qui peut-être par leurs actions, leur centre d'intérêt auraient pu me porter là-dedans. Pas du tout. C'est vrai que j'ai fait la démarche vraiment seul, ce qui a été difficile d'ailleurs parce que quand vous êtes confronté à ces prises de conscience-là en solo, c'est dur parce que vous n'avez pas grand monde à qui en parler. Moi j'en ai parlé, mais t'en parles à des gens qui vivent pas vraiment le choc au moment où toi tu le vis. Donc en fait, ils vont soit enfin, ce sera pas forcément de bons conseils. Mais quand on vit ce voyage-là, c'est vrai que le fait de le faire en groupe, ça aide à moins peut-être sombrer dans ce feu en fait qui monte sur cette violence-là, quoi. Donc voilà, au lieu de rester tétanisé par l'horreur, mes découvertes m'ont entraîné à creuser encore davantage. Et c'est vrai que ça a été après un cercle vertueux de ce point de vue-là, à poursuivre mon apprentissage sur de nombreux sujets connexes, donc écologie, biodiversité, changement climatique, ressources énergétiques. C'est vrai qu'après j'ai élargi le champ, de fil en aiguille, vous tirez un truc, il y a toute la pelote qui vient. Indéniablement, le livre que vous avez entre les mains aujourd'hui découle d'un processus qui naquit le jour où j'ai fait sauter ma première dissonance cognitive. Pour moi, c'était la première, il y en a eu probablement d'autres, mais à ce moment-là, c'était le fil du bouquin. Le jour où j'ai pris la mesure de la responsabilité de l'homme dans la souffrance qu'il inflige aux animaux, bon, ça c'est vrai, hein. Il y a des souffrances animales qui sont du fait du mécanisme animal. Entre animaux, faut pas croire que c'est la paix absolue, hein. Ça se déchiquette, ça se bouffe, la loi de la jungle, etc. Mais l'homme a sa part de responsabilité lorsqu'il industrialise en surcouche quelque chose qui déjà est naturel et d'une violence extraordinaire. La vie est violente, la vie n'est pas du tout paisible sur le rapport des uns aux autres, des espèces les unes aux autres. Par contre, l'homme, lui, en industrialisant, en créant des process et des mécaniques de masse, introduit de l'horreur quand même qui n'est pas naturelle, qui est juste... alors, ça dépend. On peut très bien se dire que cette massification de l'industrie découle d'un besoin naturel de nourrir plus de monde, etc. On peut toujours tirer le fil comme ça. Mais directement, c'est vrai que voilà, c'est pas la même chose d'aller chasser son repas du midi dans la forêt avec un arc, des flèches ou son fusil ou d'acheter ça sous cellophane en supermarché parce que ça a été produit massivement par l'usine Tartampion, quoi. Le jour où j'ai compris qu'il s'agissait d'un choix et non d'une nécessité, le jour où j'ai décidé que je ne les mangerais plus pour satisfaire mon propre plaisir, mes réflexions se sont ensuite élargies à des enjeux plus vastes. Voilà. Bon, là, je me répète un peu. Voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, 23 minutes. Donc c'était sur la dissonance, et on va attaquer sur la suivante, sur l'anthropocentrisme. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce, les commentaires qui vont m'aider beaucoup avec l'algo de cette vidéo, à tourner un peu sur YouTube, à faire connaître un peu ce travail que je vous propose, cette relecture aussi, cette analyse. Donc vraiment, merci du fond du cœur les amis, des bises et à très vite pour la suite de cette petite série.